Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. 82% des Françaises et Français de confession musulmane estiment que la haine envers les musulmans est un phénomène répandu en France. 82%. Ce chiffre alarmant est tiré d'une étude de l'IFOP pour la Grande Mosquée de Paris, publiée ce mardi 16 septembre, et qui confirme ce que nous savions déjà, les actes anti-musulmans augmentent de façon exponentielle. Selon le sondage, les 2 tiers des musulmans qui vivent en France ont fait l'objet de comportements racistes au cours des 5 dernières années, et la moitié d'entre eux redoutent d'être agressés à cause de leur religion. La propension à être cible de ce comportement raciste monte même à 76% parmi les musulmans de moins de 25 ans. On rappelle qu'en juillet dernier, le ministère de l'Intérieur a enregistré une hausse de 75% des actes anti-musulmans sur la période de janvier à mai 2025. Une estimation qui reste toutefois bien en deçà de la réalité, quand on sait, toujours selon l'étude, que seuls 66% des musulmans porteraient plainte auprès des forces de l'ordre en cas de discrimination. En bref, la population musulmane qui vit en France est surexposée au racisme antireligieux et aux pratiques discriminatoires en tout genre. Lors de la recherche d'un emploi, d'un logement et lors de contrôles de police, même les services publics sont des espaces de discrimination. Ce qui fait dire à François Cros, directeur du pôle politique de l'IFOP, que la musulmanophobie apparaît plus que jamais comme un système discriminatoire multidimensionnel et structure l'expérience sociale des musulmans français dans tous les domaines de leur vie. Autre point important, l'Institut de sondage préfère le terme de musulmanophobie à celui d'islamophobie qu'il juge plus polémique, un parti pris qui questionne et dont on pourra notamment discuter avec notre invité, Maître Stéphane Guezguez, avocat au barreau de Nice et des Hauts-de-Seine. Il assure régulièrement la défense de nombreux justiciables discriminés en raison de leur appartenance à l'islam, mais également de structures musulmanes qui sont les grandes absentes de cette étude. Pourtant, un grand nombre de mosquées et écoles confessionnelles ont fait l'objet de fermetures arbitraires depuis que Gérald Darmanin et Bruno Retailleau se sont installés place Beauvau. Cette étude ne dit rien non plus des causes du climat de haine anti-musulmane qu'elle dénonce. Nous tenterons de combler ces lacunes avec Maître Stéphane Guezguez qui est avec nous par le biais de la visioconférence. Bonjour Maître Guezguez. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. J'imagine que vous avez pris connaissance de cette étude de l'IFOP pour la Grande Mosquée de Paris, publiée ce mardi 16 septembre, qui révèle que la haine anti-musulmane est un phénomène massif. J'aimerais savoir, Stéphane Guezguez, si vous êtes plutôt satisfait de la méthodologie et des résultats de cette étude de l'IFOP. Alors écoutez, c'est difficile d'être satisfait de savoir que la haine anti-musulmane progresse dans notre pays. Néanmoins, on peut quand même reconnaître par cette étude un apport dans le débat public, puisque cette étude a été réalisée à la demande de la Grande Mosquée de Paris et confirme que l'islamophobie, la haine anti-musulmane est effectivement présente. Et au-delà d'être présente et de toucher de plus en plus les Français de confession musulmane, on reconnaît dans cette étude qu'elle est structurelle, qu'elle est organisée, qu'elle a de nombreuses formes, qu'elle intervient à la fois dans le champ des relations interpersonnelles, mais également dans le champ des institutions publiques de l'État. Et c'est quelque chose que des organisations associatives telles que le CCF a toujours dénoncé depuis de nombreuses années. C'est reconnu au niveau international et enfin en France, nous avons une institution qui est quand même importante, celle de la Grande Mosquée de Paris, qui abonde dans cette réalité-là. D'ailleurs, la Grande Mosquée de Paris a mis en place avec l'IFOP un observatoire des discriminations envers les musulmans de France. Cet observatoire permettrait de mesurer les pratiques discriminantes envers cette minorité de manière plus exhaustive que des simples plaintes ou témoignages recueillis par les associations et les forces de l'ordre. Est-ce que vous vous réjouissez de cette initiative ? Alors, toute initiative sur la lutte contre le racisme anti-musulman est bonne à prendre parce que c'est un racisme qui est spécifique. Il est souvent conditionné par des prises de position de nos hommes politiques. Lorsque vous avez le ministre de l'Intérieur qui explique à la tribune d'un rassemblement communautaire qu'il faut privilégier le sport et il dit abat le voile à plusieurs reprises. Et une semaine après, vous avez un ressortissant tunisien qui est abattu
avec le parquet national antiterroriste, vous avez nécessairement une responsabilité politique. Donc oui, toute initiative est bonne à prendre, y compris lorsqu'elle vient de la Grande Mosquée de Paris. Maintenant, on ne peut pas exclure des calculs politiques et une volonté de la GMT de s'afficher comme étant effectivement défendeur de la cause musulmane. Tout est bon à prendre. Moi, je n'ai pas de principe dogmatique sur cette question-là. Maintenant, il faut bien distinguer aujourd'hui en France sur la question de l'islamophobie, sur la question du racisme musulman. Vous avez souvent un biais entre les plaintes qui sont réalisées au commissariat et la réalité de la discrimination. Parce que la discrimination qui va être entreprise, par exemple, dans une institution publique, à l'école, elle ne donne pas forcément lieu à une plainte au niveau pénal. Et pourtant, c'est un acte discriminatoire. Lorsque vous avez une maman qui est refusée de sortie scolaire, vous ne pouvez pas déposer plainte au commissariat. Personne ne vous prend cette plainte-là. Mais c'est clairement un acte islamophobe contraire à la loi. Donc oui, toute institution, toute organisation qui vient euh, permettre de mesurer de manière plus précise la réalité de ce racisme est bonne à prendre. Donc c'est une initiative. Il faudra voir ce qui se dégagera de cet institut que la GMP entend propulser et espérer que les intentions sont bien. Alors pour revenir à cette étude, on peut lire qu'il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Ils seraient exposés de la même manière à l'islamophobie, au racisme anti-musulman. On reviendra un petit peu sur le choix des termes et tout ce débat sémantique. C'est assez étonnant. Alors je vous pose plutôt la question à vous. On a pu lire dans de nombreux rapports que l'islamophobie, le racisme musulman était un racisme genré. Sur ce point, je me suis d'ailleurs longuement entretenue avec Ania Chalal, qui est militante des droits humains et ancienne présidente de FEMISO, le Forum des organisations européennes musulmanes, qui rappelle effectivement que de nombreuses études, de nombreux rapports mettent en exergue justement cette dimension genrée du racisme anti-musulman. Vous, dans la pratique, est-ce que vous constatez que les femmes sont davantage la cible d'attaques de la part généralement, je pense, de personnes qui se revendiquent de l'extrême droite? Alors oui, en pratique, on constate que la femme, parce qu'elle porte un signe religieux qui est visible, subit dans le cadre des actes interpersonnels beaucoup plus de racisme qu'un homme, où l'acte, ou plutôt la dimension religieuse n'est pas forcément visible. Néanmoins, de manière pratique, parce que je ne traite pas que des actes de violence interpersonnelle, au cabinet, nous traitons également des questions relatives à des autorisations dans des secteurs réservés, sur des emplois liés à la sécurité nationale. On voit bien que le biais genré s'efface lorsqu'il s'agit de mesures de police administrative. Je pense à tous ces agents de sûreté dans les aéroports qui perdent leurs habilitations parce qu'on considère qu'ils ont une telle ou telle pratique. Peut-être que dans la masse, effectivement, et c'est une question qu'il va falloir suivre dans la durée, vous allez avoir des discriminations qui vont être différentes en fonction des secteurs. Mais en tout état de cause, oui, il y a une dimension genrée dans le racisme anti-musulman dans la dimension interpersonnelle. Mais au niveau étatique et au niveau structurel, je pense qu'on ne fait pas de différence entre un homme ou une femme. Et pour abonder donc dans le sens de cette dimension genrée de l'islamophobie qui n'apparaît pas du tout dans l'étude de l'IFOP, je vous renvoie à un rapport, Being Muslim in the EU, Experiences of Muslims, de l'Agence des droits fondamentaux de l'UE, publié fin 2024, et qui indique que les femmes, parce qu'elles portent notamment un voile ou des vêtements longs, sont particulièrement affectées par les discriminations, et notamment sur le marché du travail. Pour continuer avec un peu ces lacunes que nous avons relevées dans ce rapport, c'est peut-être le choix des termes. Il y a, à mon sens, un peu un parti pris politique, mais j'aimerais vous entendre sur ça. L'IFOP préfère le terme musulmanophobie, qui est même difficile à même prononcer, à celui d'islamophobie, parce que selon l'IFOP, l'islamophobie est un concept, est un terme qui est trop teinté de polémique. Votre avis sur ça, Maître Guezguez? Alors, il n'est teinté de polémique que pour ceux qui veulent
tenter d'en nier, l'existence. L'islamophobie telle qu'elle est, définie, par des associations militantes, mais également par des structures internationales, c'est tout acte de discrimination qui vise, heu, soit une personne physique, soit une personne morale en raison de son appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Si on s'attache uniquement à cette définition-là, l'islamophobie, elle est particulièrement claire. Vous allez avoir, des temps heu des militants qui vont, essayer d'expliquer que l'islamophobie n'existe pas et qu'on n'a pas de droit d'utiliser ce terme-là parce que le racisme, anti-musulman en réalité n'est pas structurel ou vise une communauté qui est rattachée par sa foi. Alors que les définitions qui sont données, notamment sur, les questions d'antisémitisme ou d'autres formes de racisme, ne mènent pas à de tels débats, sémantiques. L'islamophobie ou la haine anti-musulmane, pour moi, c'est exactement la même chose. Je suis assez surpris de voir l'IFOP, invoquer ce terme de musulmanophobie, qui est un néologisme complet, qui n'est pas utilisé ni, dans des études, scientifiques, ni, par ceux qui sont principalement concernés par ce racisme-là. Il y a peut-être là une forme de distanciation qui est voulue, par, peut-être, les auteurs de ce sondage ou ceux qui l'ont commandé. Et je pense qu'il y a, à travers la musulmanophobie, l'idée de nier, d'une certaine façon, le caractère structurel, qui peut viser les institutions, musulmanes, en raison justement de leur appartenance, réelle ou supposée à cette, religion-là. Lorsqu'on s'attaque, comme le fait le ministère de l'Intérieur de manière parfaitement documentée, à des institutions musulmanes, à des écoles, à des établissements scolaires, musulmans, parce qu'ils sont rattachés à un réseau éducatif, spécifique, c'est de l'islamophobie, c'est de la discrimination, de la haine anti-musulmane et le terme de musulmanophobie n'englobe pas cette, problématique-là. Lorsque vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les discours des hommes politiques ou encore, d'Éric Zemmour qui a, récemment été condamné à titre définitif par la Cour de cassation pour ses propos qui visent, la communauté musulmane dans son ensemble. On n'est pas sur des questions interpersonnelles, on est clairement dans la construction d'un problème, heu, musulman et le terme de musulmanophobie, il ne regroupe pas cette problématique-là. Donc pour moi, c'est un sous-ensemble de la discrimination anti-musulmane, de l'islamophobie, mais ça n'englobe pas tout et ce terme me paraît un peu fragile. Et d'ailleurs, hein, le terme islamophobie est largement admis aujourd'hui dans la sphère académique et de nombreuses organisations qui militent en faveur des droits humains retiennent également dans leur rapport ce terme d'islamophobie. Donc on a vraiment le sentiment de faire un peu un pas en arrière alors que les militants de droits humains avaient finalement acquis ce droit de définir, de choisir le terme qui définit le mieux le racisme qu'ils subissent. Pour terminer sur les lacunes de cette étude, et c'est une lacune de taille, on l'a dit tout à l'heure, hein, les structures musulmanes sont les grandes absentes de ce rapport, alors qu'elles font l'objet quand même d'une offensive islamophobe très lourde, très coordonnée par le ministère de l'Intérieur notamment. On sait qu'il y a de nombreuses mosquées qui ont été fermées de manière arbitraire, mais également des écoles. Parmi ces nombreuses écoles, on peut parler de la dernière qui a fait l'objet d'une dissolution décidée en Conseil des ministres. Hein, c'était le 3 septembre dernier. Cette école, c'est la grande école, hein, l'Institut européen des sciences humaines, une école de formation d'imams située à Château-Chinon. Alors, c'est la première mesure officielle, hein, qui a été prise depuis la remise d'un rapport en mai qui avait pointé l'entrisme des frères musulmans dans les institutions françaises. Et ça tombe bien, maître Stéphane Guezguez, vous êtes l'avocat en charge de la défense de l'UESH. On ne comprend pas très bien pourquoi cet institut, qui jouissait d'une certaine renommée, hein, ces dernières années, est aujourd'hui l'ennemi à abattre. Qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur reproche à l'IESH? Si vous voulez, reprendre les motifs qui sont invoqués dans le décret de dissolution, heu, vous en avez, deux ensembles, 2 sous-groupes. Le premier, c'est que l'IESH, selon le ministère de l'Intérieur, inciterait à la haine parce qu'on est parti chercher, des ouvrages et des citations complètement sorties de leur contexte, qui, traitent, de la différence entre musulmans et non-musulmans pour, laisser entendre que l'IESH, enseignerait, la haine, des autres communautés que la communauté musulmane. C'est le premier sous-ensemble et le second sous-ensemble des motifs,
c'est qu'on est venu, invoquer le fait, qu'au sein de l'IESH, il y aurait eu, 5 étudiants, qui sont passés, dans les 40 ans d'existence de l'IESH et 5 étudiants qui, auraient, eu effectivement, des comportements qui relèvent du trouble à l'ordre public puisqu'ils ont été condamnés dans des affaires de terrorisme. Donc lorsque vous prenez les choses de manière assez lointaine, sans analyser le fond des choses, vous avez, ces 2 motifs qui viennent justifier la décision. Sur le premier, et on l'a expliqué, dans le cadre, d'une première intervention, c'est, clairement une déconstruction, intellectuelle qui est menée par le ministère de l'Intérieur des supports et des ouvrages de l'IESH. L'IESH, qui est un institut, de formation des imams, il a pour objet de former les imams à la pratique du culte, musulman en France. Donc par principe, il envisage absolument tous les domaines, du droit, religieux musulman et y compris le rapport à l'altérité et le rapport aux autres communautés et donc il se base effectivement sur des sources, canoniques, religieuses musulmanes, partagées par un certain nombre et il y a des commentaires et ces commentaires-là, au lieu de prendre l'intégralité des commentaires, ce qu'a fait le ministère de l'Intérieur, c'est d'extraire, des passages de sourates ou de versets, ou de hadiths, du prophète et d'en faire une généralité heu, sans prendre l'intégralité des commentaires qui sont déposés par l'IESH. L'IESH depuis les années 80, c'est 10 000 élèves, qui sont passés. 10 000 élèves qui ont été pour la majorité des imams, qui sont parfaitement connus par l'administration et où il n'y a rien à reprocher. Sa production intellectuelle, la signature de la charte de l'islam de France, au moment, de sa promulgation à l'occasion des assises territoriales de l'islam de France, ou la formation du FORIF, démontre clairement que, l'IESH est toujours attaché, au respect, de la norme française, du droit français et ainsi de suite. Simplement, vous avez un curseur, vous avez un viseur pardon, qui a été mis sur l'IESH, à l'occasion du rapport, sur l'entrisme des frères musulmans, avec, pour volonté de s'en prendre un petit peu à cet institut qui est le seul en France à délivrer cette formation d'imam. Et c'est assez paradoxal. Vous avez à la fois une décision qui remonte à l'année dernière où on explique qu'on n'a plus le droit, d'importer des imams de l'étranger, alors qu'on n'a pas de difficulté, pour les autres cultes, à appeler des prêtres qui viennent de l'Europe de l'Est ou d'Afrique, subsaharienne. Donc plus d'imams de l'étranger et en même temps vous empêchez un institut de formation en France de continuer à exercer, et de continuer à travailler alors que vous avez la preuve de sa production depuis, les années 80, où il n'y a rien à reprocher à ces élèves-là. Et pour les 5 élèves que, le ministère de l'Intérieur a essayé de rattacher à l'USH pour dire que vous avez reçu, tel et tel élève qui a ensuite été impliqué, dans des actes, de terrorisme. Pour le dire très clairement, vous avez 5 élèves dont certains ont rejoint l'État islamique. On a démontré dans le temps de la procédure contradictoire auprès du ministère de l'Intérieur que ces élèves-là, pour, celui qui a passé le plus de temps au sein du USH, il n'y a pas été plus de 12 mois et ils ont tous été exclus de l'USH, justement assez rapidement parce que dans leur discours, dans leurs propos, dans leur positionnement, ils étaient assez éloignés, de ce qui était enseigné au sein de l'USH. Venir dire à l'USH qu'ils ont, ils feraient la promotion du terrorisme parce qu'ils ont reçu 5 élèves qui effectivement ont été impliqués, alors qu'on n'étudie pas ni la durée de leur fréquentation au sein de l'établissement, ni l'intensité de ces relations, ni la façon avec laquelle l'IESH s'est séparé d'eux, c'est clairement hypocrite. C'est comme si on disait que Mohamed Merah, parce qu'il est passé à l'école publique, c'est l'école publique qui est responsable de sa radicalisation, ça ne tient pas 2 minutes. Donc vous avez cet institut qui aujourd'hui est dissous. Nous contesterons la décision devant le Conseil d'État, mais c'est un message qui est envoyé à la composante musulmane de ce pays qui est particulièrement inquiétante. On leur explique très clairement, que 1, ils ne peuvent pas ramener, d'imams de l'étranger et 2, même si vous voulez vous former avec des imams ici, ce n'est pas possible. Donc quelle alternative on laisse? Je pose la question et il appartient à chacun au sein de la composante musulmane de ce pays de s'interroger. Donc dans 9 à 12 mois, Mmh. vous aurez donc une audience devant le Conseil d'État. En attendant, tous les étudiants, étudiantes, ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui étaient inscrits à l'IESH, qu'est-ce qu'ils font à la rentrée, durant cette rentrée? Et ben, chacun est reparti chez soi malheureusement, et on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Donc même en termes d'ordre public, à la rigueur, on savait où est-ce qu'ils étaient avant puisqu'ils étaient à l'IESH. Maintenant
auprès de qui vont-ils se former, s'ils souhaitent encore se former, qui sera leur interlocuteur, qui seront leurs formateurs. Ça n'intéresse visiblement pas l'État, qui a préféré disperser tout ce beau monde un peu partout. Et c'est dramatique. Vous avez clairement par l'IESH et même par ce qui s'est passé pour Al-Kindi à Vers-Ouest, où je parle des lycées El-Kindi ou du lycée Averroès, vous avez clairement la démonstration du rapport uniquement coercitif de l'État à l'égard de la composante musulmane de ce pays. Et aujourd'hui, des institutions, on en parlait tout à l'heure, comme la Grande Mosquée de Paris, clairement disent bien qu'il y a un racisme structurel au sein de notre pays. C'était un discours qui était tenu par des militants, et pour aller jusqu'au bout des choses, le CCIF a été dissous à l'époque en Conseil des ministres parce que il dénonçait, justement l'existence d'un racisme d'État, et ça faisait partie des fondements du décret de dissolution du CCIF, le fait de dénoncer que la France, heu, organise, un racisme structurel. Et aujourd'hui, vous avez une institution comme la Grande Mosquée de Paris qui vient vous l'expliquer dans un sondage IFOP en 2025, comme quoi, le CCF avait raison trop tôt, visiblement. Et pour conclure, peut-être, Maître Guezguez, est-ce que vous êtes plutôt confiant dans ce contentieux avec l'USH et l'État? On sait qu'effectivement, le lycée Averroès avait vu ses subventions publiques coupées, hein, ce qui menaçait vraiment la vie de cette école. Et puis, finalement, après maints et maints recours, vous avez pu obtenir, Maître Guezguez, le remboursement, en fait, finalement, de toutes ces subventions dont l'établissement a été privé, hein, ce qui offre vraiment un nouveau souffle à cet établissement. On peut parler aussi, vous l'avez évoqué, du lycée Kindi, qui finalement a pu ouvrir ses portes à la rentrée. Quid de l'IESH? Écoutez, la question que nous posons devant le Conseil d'État, c'est celle de la liberté de culte, de la liberté de conscience. Heu et il y aura que 2 possibilités. Ou bien on considère que l'État n'a pas à s'immiscer, dans le culte et dans les textes, de manière fondamentale, puisque très clairement, on est uniquement sur une discussion sur les textes, religieux, je disais tout à l'heure les versets du Coran ou les citations du prophète, ou bien on va considérer qu'il appartient aux juridictions françaises et au ministère de l'Intérieur de débattre de ce qui est licite ou illicite au sein, de la foi musulmane. Si c'est le cas, nous, prolongerons la discussion devant la Cour européenne des droits de l'homme ou, devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, parce que très clairement, je considère que la décision de dissolution de l'IESH, contribue à une forme de persécution de la composante musulmane de ce pays pour les conséquences que vous savez, à savoir priver, les musulmans, d'un institut de formation d'imams. Merci beaucoup, Maître Stéphane Guezguez, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Nice et au barreau des Hauts-de-Seine. Et merci à vous, bien sûr, d'avoir regardé le média, hein, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On rappelle que le média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.